Les dirigeants d'établissements de santé ne veulent pas que vous voyiez cette vidéo. Et franchement, je les comprends. Oui, bah ça va, c'est pas grave, c'est juste on va demander à Cynthia, Aurélie et Simon de prendre un ou deux postes de plus en attendant qu'elle revienne de son arrêt, et basta. C'est ce que se disent en général les cadres et DRH quand ils voient un arrêt de travail tomber sur leur bureau. Si vous avez la grippe ou que vous vous êtes foulé la cheville en courant pour le dernier jeu Pokémon pour Noël, c'est en effet à peu près ce qui va se passer. Par contre, si vous êtes en arrêt de travail pour burn-out, ça va pas se passer comme ça, parce qu'un burn-out, c'est grave. Vous êtes tellement KO que vous pouvez plus faire les choses basiques du quotidien, plus rien a de sens, tout est remis en question, même vos choix de vie les plus importants. Vous vous sentez incapable de faire votre métier, de remplir votre rôle de parent et tout vous échappe. Et ça, bah ça a forcément des répercussions sur votre famille. Alors on peut pas en rester à un simple «oh c'est bon, on va la remplacer». Après avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez comment vous défendre et quels sont vos droits face à un environnement de travail aussi violent. Vous saurez comment tirer le meilleur parti des indemnités auxquelles vous pouvez avoir droit et quelle est la meilleure solution à adopter si vraiment vous en pouvez plus et vous devez quitter votre travail. On vous expliquera même comment dans certains cas vous pouvez confronter votre employeur face à ses responsabilités et même parfois obtenir réparation. Pour ça, j'ai interviewé une étudiante en droit qui est déjà pas mal connue sur les réseaux et qui va pouvoir se présenter maintenant. Ifa, c'est à toi. Je suis IFA de Geomantis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Pour résumer, je suis une étudiante en troisième année de droit qui tient une chaîne sur les réseaux sociaux de vulgarisation du droit. Je redéfinis et reconceptualise certaines thématiques du droit qui sont assez compliquées avec des sources vérifiées et vérifiables. On n'invente pas la loi, c'est mon pilier, mais mon but c'est que ce soit davantage simple. Voilà. Merci beaucoup Ifa. Et c'est parti pour la première question. Est-ce que le burn-out est reconnu comme une maladie professionnelle? Mais avant de répondre à cette question, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce qu'est une maladie professionnelle aux yeux de la loi? Une maladie professionnelle, ça se définit comme une maladie qui est contractée dans le cadre du travail, dans le cadre de la fonction. Elle est encadrée par l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale. Et les maladies professionnelles les plus courantes sont répertoriées dans le tableau des maladies professionnelles disponible sur Internet et auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, que je vais appeler plus tard CPAM parce que c'est plus rapide, Voilà. du salarié. Une maladie peut être reconnue comme professionnelle même si elle ne figure pas dans le tableau. Ce qui compte pour l'indemnisation, c'est la causalité professionnelle. Donc il faut que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Depuis 2015, les pathologies psychiques telles que le burn-out peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle via ce système de reconnaissance complémentaire. Il n'est pas initialement répertorié dans le tableau des maladies professionnelles, le burn-out, mais avec cette possibilité de reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie, elle peut être reconnue comme une maladie professionnelle. Il y a plusieurs avantages à faire reconnaître votre burn-out comme une maladie professionnelle, et le premier, il est financier. Déjà, vos frais médicaux liés à cette maladie professionnelle, examen, hospitalisation et même déplacement si vous en avez besoin, sont pris en charge à 100% dans la limite des tarifs de l'assurance maladie. Ça peut même aller jusqu'à 150% pour des soins bien spécifiques, mais dans le cadre du burn-out, vous en aurez sûrement pas besoin. Une fois votre burn-out accepté en maladie professionnelle, la sécurité sociale vous adressera une feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle que vous présenterez à votre médecin, pharmacien, etc. pour éviter d'avoir à payer le tiers payant. Ensuite, pendant les 28 premiers jours de votre arrêt pour maladie professionnelle, vos indemnités journalières seront de 60% du salaire et à partir du 29e, on passe à 80%, alors que pour un arrêt de travail normal, on est à 50% du salaire. Et on en discutera plus tard, mais il n'y a pas nécessité pour le salarié en tant que tel de devoir prouver que c'est une maladie professionnelle. Le salarié en tant que tel va simplement voir le médecin. Il est davantage intéressant d'aller voir un médecin du travail pour qu'il définisse avec lui le contexte et la maladie. Et après, tout ça est engendré par soi-même. Ce n'est pas à la victime d'apporter les preuves que il a bien contracté le burn-out dans le cadre professionnel. Ce n'est pas à lui de faire des diligences spécifiques pour faire reconnaître sa maladie en tant que maladie professionnelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a une page associée du service public sur la question qui est publiée par la direction de l'information légale et administrative. Et pour vous résumer, il y a genre 3 étapes, c'est pas des étapes davantage importantes que celles qu'on a avec une autre typologie de maladie. Donc, on doit remplir un formulaire dans les 15 jours suivant le début de l'arrêt maladie qui s'appelle le CERFA 161 30 petit astérix 01. C'est en ligne et ça se trouve également sur le site de la Caisse nationale d'assurance maladie, évidemment. On doit envoyer les 4 premiers volets du formulaire à l'organisme de sécurité sociale. Le fait d'envoyer plusieurs volets de ce document s'applique uniquement si c'est le médecin qui l'a rempli. À ce moment-là, en effet, il y aura sûrement plusieurs feuilles détachables, mais si vous remplissez votre demande de reconnaissance de maladie professionnelle depuis chez vous, qui est faisable depuis le site du service public, comme on l'a vu, vous n'aurez
n'aurez pas de volet, vous aurez juste une feuille. À ce moment-là, remplissez cette feuille, faites-en une copie pour en avoir un exemplaire et envoyez l'original à la CPAM avec cette fois-ci les 2 premiers volets de votre certificat médical initial et votre arrêt maladie. Là, vous aurez forcément plusieurs volets puisque c'est le médecin qui va vous le remplir, mais gardez bien le troisième volet pour vous. Et le dernier document à envoyer, c'est l'attestation de salaire que vous aurez récupérée auprès de votre employeur. Ça, c'est important que vous demandiez à votre employeur qu'il vous l'envoie à vous directement. Comme ça, vous avez la preuve que vous aviez bien l'attestation de salaire établie par votre employeur, qu'il se décide d'en l'envoyer, lui, par la suite, directement à votre caisse d'assurance maladie ou pas de problème. Parce que ça prend en compte l'indemnisation Oui. de vous en tant que personne malade. Et du coup, si votre employeur ne fait pas les diligences nécessaires, quelles que soient les raisons, qu'il oublie ou que ce soit volontaire, vous ne percevrez pas vos indemnités. Donc, c'est important que vous ayez votre attestation de salaire établie par votre employeur. Et l'organisme de sécurité sociale adresse la copie de la déclaration de maladie professionnelle directement à l'employeur. Une fois que vous avez votre attestation de salaire établie par votre employeur, vous n'avez plus rien à demander ou à faire valoir à votre employeur de spécifique. On vient à la partie qui est quels sont les droits et les recours. Vous, en tant que victime du Tout à fait. burn-out, le salarié peut alerter son employeur et les institutions représentatives du personnel. S'il le fait, l'employeur a l'obligation de réagir face au burn-out et mettre en place des mesures nécessaires pour protéger ses salariés. Si vous avez la preuve que vous avez prévenu plusieurs fois votre employeur que vous étiez en burn-out, que ça n'allait pas, que vous faisiez harceler ou que quelque chose comme ça et qu'il ne fait rien, il est responsable. Il est responsable de son inaction. Et ça, c'est très important à savoir. C'est pas seulement les actions directes qui peuvent être reprochées. L'inaction, la non-assistance à personne en danger, est une inaction et c'est répréhensible pénalement. Pour remettre dans le contexte, ne rien faire, c'est en tant que tel une action. Et si l'employeur décide de ne rien faire alors que vous l'avez prévenu, il est répréhensible. Ensuite, l'une des premières choses à faire pour garantir ses droits, c'est de faire reconnaître auprès de la CPAM son burn-out comme étant une pathologie inhérente au travail, soit une maladie professionnelle, soit un accident de travail. Parce que par la suite, ça emmène des obligations de la part de votre employeur quand vous revenez et pour le futur, pour les autres salariés ou pour les autres personnes qui travaillent avec vous. Vous êtes une victime qui peut aider de manière énorme par la suite, vous, votre rôle dans l'entreprise ou dans l'institution, et aussi les personnes autour qui potentiellement pourront être aussi victimes. Ouais. Le faire reconnaître comme maladie professionnelle oblige à la prévention et à la considération de la part de l'employeur de la maladie dans l'institution. Et ça, c'est des obligations matérielles qu'il doit fournir. Donc, c'est très important de pouvoir la faire reconnaître. En cas de réponse négative, c'est-à-dire on décide que ce n'est pas une maladie professionnelle, etc., vous pouvez saisir le conseil de prud'homme afin de demander la résiliation judiciaire de votre contrat ou de faire cesser le trouble dont vous êtes victime. On a déjà parlé un petit peu des devoirs des victimes du burn-out. Donc, j'imagine que le premier, c'est principalement d'envoyer les documents à temps. Est-ce qu'il y a d'autres devoirs qu'on doit remplir? Comme tous les malades professionnels, il y a des obligations d'information dont on a parlé ensemble pour éviter l'absence injustifiée, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que on veut éviter, l'abandon de poste. Ensuite, puisque c'est un arrêt pour maladie professionnelle, le salarié doit normalement rester à son domicile entre 9h et 11h et 14h et 16h. C'est une obligation qui n'incombe pas uniquement, même si je l'ai spécifié, pour les maladies professionnelles. En tant qu'arrêt maladie, c'est considéré comme si vous étiez sur votre endroit de travail pendant les heures où normalement vous travaillez, donc entre 9h et 11h et 14h et 16h. Le médecin, il a le droit d'autoriser des sorties libres ou interdire toute sortie en fonction. Cela dépend du médecin et cela ne dépend pas de la maladie. Et donc, cela dépend en gros du cas par cas quand vous vous faites examiner. N'hésitez pas, si vous avez l'impression que vous n'avez pas été entendu à hauteur de votre demande en tant que victime du burn-out ou en tant que malade, changez de médecin. Le médecin, c'est en France en tout cas, c'est l'une des charges de l'État qui est prise en considération en partie en tout cas financièrement par l'État. On a tous une carte vitale normalement. C'est important de ne pas s'arrêter à un seul diagnostic et potentiellement le faire vérifier par un second médecin, médecin du travail potentiellement, et pourquoi pas un deuxième médecin traitant si vous en avez un deuxième. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir plusieurs médecins, que vous ne choisissez le verdict entre guillemets que d'un seul médecin, celui qui vous convient le mieux, ou que vous choisissez d'envoyer toutes les attestations et tous les volets du certificat médical établis par tous les médecins, c'est la même chose. N'hésitez pas à choisir uniquement ce qui correspond davantage à ce que vous ressentez et à envoyer ça à votre caisse d'assurance maladie.
Mmh. Enfin bref, c'était une petite généralité, c'est parce que potentiellement, certains vont diagnostiquer potentiellement la même maladie, mais vont pas vous donner les mêmes conséquences professionnelles. Ils Mmh. vont vous demander de pas avoir de sortie entre machin et machin, et d'autres vont être beaucoup plus libres parce que ils savent que vous avez justement besoin de sortir de votre appartement, de votre maison, de diversifier vos activités et va potentiellement vous exempter de l'obligation de domicile Ouais. qui est attachée à la fonction. Ouais. Donc ça, c'est Complètement. important. L'employeur, lui, a le droit de faire pratiquer une contre-visite sans prévenir le salarié s'il y a une obligation de complément d'indemnité de la sécurité sociale. Le salarié n'a pas le droit de la refuser. Si le salarié est en sortie libre, il doit informer l'employeur pour qu'il soit en mesure de procéder à une contre-visite. Autrement dit, votre employeur vous prévient qu'il va procéder à une contre-visite et ce jour-là, vous avez une circonstance exceptionnelle qui vous autorise à ne pas être chez vous, donc avoir une sortie libre. Vous devez pouvoir le prévenir afin qu'il soit en mesure de procéder à une contre-visite. Et il doit aussi faire la visite médicale de reprise obligatoire, le salarié. Donc vous, en tant que salarié, vous devez faire la visite médicale de reprise, évidemment. Alors, la visite médicale de pré-reprise, elle est obligatoire dans 3 conditions. 1. Vous sortez d'un arrêt maladie ou d'un accident non professionnel de plus de 60 jours. 2. Vous sortez d'un arrêt maladie pour maladie professionnelle ou d'un congé maternité, quelle que soit la durée. Et 3. Vous sortez d'un accident du travail qui a causé un arrêt de plus de 30 jours. Hormis cela, il n'y a pas d'obligation légale de plus que pour les autres citoyens, en tout cas pas que je connaisse personnellement. Et généralement, votre caisse d'assurance maladie en parle lors de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Vous avez le droit de leur poser des questions, même si vous n'arrivez pas à remplir vos papiers. Il y a des organismes publics mis à disposition des Français. Il vous suffit de taper sur Internet gouvernement, aide administrative, Ouais. remplissage papier, en gros, les mots-clés, on va dire. Et vous tombez sur des organismes qui sont là, publics et gratuits, qui sont là pour vous aider à remplir vos obligations administratives. Et encore une fois, on parle du burn-out. Donc, c'est une maladie qui est handicapante sur énormément de points, Complètement. notamment sur le plan de l'énergie et de plein de choses. Mm. Je pense qu'il est intéressant, si vous n'arrivez pas à remplir vos obligations administratives, de vous faire accompagner justement par des organismes gratuits ou de ne pas hésiter à demander de l'aide de votre famille pour qu'ils se situent en tant qu'aidant vis-à-vis de votre situation. Je voulais juste rajouter qu'il faut surtout pas avoir honte. C'est facile à dire. Je sais qu'on a tendance à se dire, putain, mais c'est pas normal, mais je suis pas bien, mais je suis nul, etc. Bah non, à partir du moment où c'est un burn-out, la situation vous échappe, bah faut l'accepter, c'est comme ça, et c'est pas grave de demander de l'aide. Au contraire, vaut mieux demander de l'aide et faire les choses correctement, plutôt que de se tromper et de mal faire les choses, justement. On en parle à l'oral, donc ça semble beaucoup plus simple que ce que c'est concrètement. On sait très bien que quand on est victime d'une situation, qu'elle ce soit une maladie ou que ce soit un événement, on est bien plus démuni que ce que l'on croit. Donc, n'hésitez pas à faire, pourquoi pas, visionner cette vidéo à vos proches. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir se dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra vous aider. Et c'est certain qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Si ça te va, on peut enchaîner sur la question suivante. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des devoirs de l'employeur par rapport à l'employé, justement, en cas de maladie professionnelle en général, ou alors s'il y a des choses particulières au burn-out Donc, avant le burn-out, de manière générale, l'employeur a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité des salariés. Il a une obligation de résultat qui découle de l'article 4121-1 du Code du travail. Donc, je ne vais pas vous le décrire, vous le citer directement, mais voilà, si vous voulez le retrouver, c'est cet article-là. Il doit informer et former le personnel par le biais d'emailing, affichage, etc. Il doit aussi mettre en place des actions concrètes pour préserver la santé mentale du salarié au travail. L'employeur est tenu d'identifier la maladie professionnelle, de la déclarer, d'établir l'attestation de salaire et informer le CSE, qui est le comité social d'entreprise, ou la CSSCT, qui est la commission de santé, sécurité et conditions de travail, et le CSE, comité social et économique, et doit enquêter dans certains cas pour voir si cette maladie professionnelle ne pouvait pas être prévenue. À l'avenir, doit être évité. L'employeur doit aussi vérifier l'origine du risque de la maladie afin de vérifier si cette dernière a été identifiée dans les documents, notamment de mesures de prévention et de protection, et sinon les mettre à jour. Ça, c'est des obligations de votre employeur.
Si vous avez été reconnu en burn-out professionnel, vous avez eu un arrêt de 6 mois, 1 an, et que dans les documents d'entreprise, il n'y a rien sur le burn-out, c'est une diligence qui n'a pas été faite de la part de votre employeur. Il peut contester le caractère professionnel de la maladie devant le recours amiable dans les 2 mois de la notification de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM. Cela ne vous concerne en rien, vous n'avez rien à faire dans cette mesure-là. Quoi que soient les demandes qui puissent vous être faites par rapport à votre maladie professionnelle, c'est l'organisme qui vous enverra les diligences nécessaires. C'est pas à votre employeur de venir vous dire moi je suis pas d'accord, ta maladie n'est pas professionnelle, moi je conteste ta maladie professionnelle, on s'en fout. Il a des obligations envers un organisme public, des obligations vis-à-vis de ces institutions-là, pas des obligations vis-à-vis de vous, et vous n'avez pas d'obligations vis-à-vis de lui. Les obligations que vous avez vis-à-vis de votre employeur, c'est seulement ce que l'on a cité plus haut, c'est-à-dire les attestations. Ça, et vous faire travailler sur vos jours de congé, non. Alors ça, vraiment, à éviter parce que ça peut être considéré après comme une faute et peut être retourné contre vous. Quelle que soit la pression qu'il y a, si cela constitue du harcèlement, on en parlera plus tard, prévenez, une personne dépositaire soit de l'autorité publique, donc potentiellement votre CPAM, que vous avez des pressions de la part de votre employeur, soit n'hésitez pas à vous syndiquer ou à aller en permanence juridique pour l'accès au droit aux plateformes juridiques téléphoniques. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas en physique, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui y va. Et vous avez également les plateformes juridiques téléphoniques. Alors ça, c'est super pratique. Vous avez un numéro, c'est gratuit. Vous avez tout simplement des conseils. Vous avez un juriste au bout du fil, donc un professionnel de droit qui répond à votre question. Vous pouvez également contacter le défenseur des droits. Vous avez pas mal de possibilités. En tout cas, ne répondez pas à la demande, quelle que soit la teneur de la demande de votre employeur par rapport à votre travail. Il n'a pas à le faire. J'ai lu le livre pour le coup, Omerta à l'hôpital, je crois que ça s'appelle, qui est sorti il y a pas si longtemps. C'était une infirmière qui s'est reconvertie au journalisme, qui expliquait un petit peu comment ça passait et les pressions qu'elle subissait. Je sais qu'il y a quelque part un petit peu cette peur-là aussi de perdre son boulot parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. Ou alors on n'a pas satisfait l'employeur, etc. Il faut se dire que là, pour le coup, s'il y a des menaces de cet ordre-là, je pense qu'on rentre peut-être dans l'idée du harcèlement justement. On va en parler un petit peu plus tard. Faut pas rentrer dans ce jeu-là à tout accepter. Il y a des lois qui vous protègent, il y a du monde qui vous protège et il faut pas se laisser faire, faut pas se laisser avoir. Dans la situation où vous ressentez des pressions, qu'elles soient de l'ordre psychologique ou de l'ordre professionnel, quelle que soit la question, il faut en parler. Vraiment, il faut en parler parce que qu'importe la facilité qu'on a de la gestion de la pression, et surtout quand on est en burn-out, c'est qu'on n'en peut plus, ce n'est pas à nous de gérer cette problématique tout seul. Et vraiment, dans une situation comme le burn-out par exemple, mais comme plein d'autres maladies professionnelles, on n'est pas tout seul. Vraiment, il n'y a pas que nous qui vivons cette... Justement, le terme a été très bien posé, cette omerta par rapport à la pression, cette nécessité de silence par rapport à la pression. Il est important de déléguer cette pression à des personnes, à des entités générales ou à des personnes autres autour de vous. Vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels psychologiques aussi. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas hésiter, encore une fois, à se faire cadrer, pas uniquement par des professionnels de droit, mais également par des psychologues et des psychiatres au besoin. Il y a une espèce de vague. C'est important d'avoir un bon mindset, de se sentir bien dans soi, de suivre des psychothérapies, des thérapies, etc. Faut surfer dessus. Faut ne pas oublier que les professionnels de santé mentale ne sont pas uniquement là quand vous êtes en train de plus en pouvoir, en fait. C'est comme le médecin. Par exemple, vous avez mal à la tête de manière constante, etc. Vous allez consulter à ce moment-là. Vous n'allez pas forcément consulter quand vous êtes en train de vomir du sang. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. On a des étapes. C'est ça. Exactement la même chose pour la santé mentale. On n'a pas besoin d'être au fond du trou ouais. pour aller consulter un professionnel de la santé mentale. Là aussi, du coup, il y a aussi l'idée de faire plusieurs professionnels, comme on disait pour les médecins et le diagnostic tout à l'heure. Il y a une relation d'écoute, forcément, mais il y a une relation d'implication aussi. Et parfois, avec les psychologues, des moments, ça passe pas. C'est juste, ça passe pas parce que tu as affaire quand même à une personne en face de toi. Être psychologue, je veux dire, c'est beaucoup plus dans l'émotion, dans la perception des choses, dans le moment présent, etc. Il peut y avoir des psychologues avec qui ça passe pas tout simplement. Donc, écoute, je te propose qu'on enchaîne. Alors en fait, la prochaine question, c'était que se passe-t-il si l'employeur manque à ses devoirs? Mais vu qu'on a parlé un petit peu du harcèlement, je pense que ça pourrait être intéressant de passer directement à la question du harcèlement, si ça te va. Après, on pourra revenir à la question d'avant, du coup, si l'employeur manque à ses devoirs, histoire de faire une petite continuité, si ça te va. Tout à fait.
Alors, si le burn-out découle d'un harcèlement, les recours et les dommages et intérêts sont très différents d'un burn-out lié uniquement et majoritairement à une surcharge de travail et un stress intense. Le montant de l'indemnisation pourrait être beaucoup plus élevé si la raison pour laquelle vous avez un burn-out, c'est parce que vous faites harceler au travail. Les salariés qui dénoncent le harcèlement dans leur entreprise ou dans leur institution sont protégés du licenciement par le Code du travail. Ce n'est pas le cas pour ceux qui auraient signalé un burn-out, même s'ils licenciaient une personne victime de son employeur ou en arrêt maladie pour cause de manquement de l'entreprise, c'est un motif prud'homal. C'est pas interdit de vous licencier en arrêt maladie, mais alors attention, et on en parlera après, il faut des raisons. On peut pas vous dire que la raison pour laquelle vous êtes licencié, c'est parce que vous êtes malade. Il faut pas hésiter, lorsque vous signalez un burn-out dans votre entreprise, d'utiliser tous les moyens légaux de l'entreprise ou de l'institution pour le signalement. Vous faites un courrier, vous gardez les preuves, vous faites un mail, vous gardez les preuves, vous allez vous syndiquer ou vous parlez au syndicat de l'entreprise ou de l'institution pour en parler. Et d'ailleurs, en droit, on le sait très bien également, enfin tout le monde le sait, les personnes syndiquées ne sont pas licenciables. Tout le monde le dit et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un organisme qui cherche les justifications derrière un licenciement. Donc, une fois qu'une personne est licenciée pour X, Y raison et qu'elle était syndiquée, généralement, elle commence par demander au syndicat si les raisons de son licenciement ont été correctement justifiées. Et dans la plupart des cas, c'est pas justifié suffisamment. Ah oui. Donc, vous avez la possibilité d'être protégé de manière prud'homale ou avoir des dommages et intérêts. En gros, l'idée, c'est que si on vous licencie sans justification valable, on verra les différentes justifications plus tard, vous pourrez saisir le conseil des prud'hommes pour vous défendre, notamment si ça arrive, comme par hasard, juste après votre reprise, ou encore plus flagrant, après avoir dénoncé les conditions de travail. Donc, c'est important, lorsque vous êtes victime d'un début de burn-out, d'un harcèlement, de prévenir des institutions. Parce que comme ça, vous êtes protégé de X ou Y situation, parce que vous avez la preuve que vous avez tenté de faire un signalement, que ce soit à l'institution en tant que telle ou aux organismes alternatifs, et pour être aidé dans votre maladie, que vous n'avez pas été aidé dans votre maladie ou dans la situation. Et ça, c'est des preuves qui jouent en votre faveur. On rappelle que tout de même, le harcèlement est condamnable, non pas uniquement au prud'homme, même si c'est avec votre employeur, mais au pénal également. Ça reprend la question, c'est la question liée de que se passe-t-il si l'employeur manque à ses devoirs. Parfait, on boucle la boucle, c'est magnifique. Tout à fait. Donc, l'employeur engage sa responsabilité dans le cas où il ne prendrait pas de mesures préventives et de règlement des problématiques de burn-out dans son entreprise. Et de surcroît, si l'un de ses employés est victime de burn-out, il peut encourir de lourdes sanctions et être condamné à indemniser le salarié pour faute inexcusable s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru mais n'a rien fait pour le protéger. Vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire compétent et faire reconnaître la faute inexcusable de votre employeur ou saisir le conseil de prud'homme compétent afin de demander la résiliation judiciaire de votre contrat de travail ou faire cesser le trouble dont vous êtes victime. Comme il est souvent mentionné dans les médias ou sur le net en cas de burn-out, tout dépend de l'origine du burn-out et de ses répercussions. C'est aussi ce qui explique la multiplicité des recours possibles pour vous en tant que professionnel. Donc vous pouvez tout à fait faire un contentieux en droit de la sécurité sociale, un contentieux prud'homal, un contentieux pénal potentiellement. Et le montant des dommages et intérêts, parce que je sais que c'est une question qui est posée et qui se pose, varie en fonction des juridictions et des conséquences. Un burn-out qui est à l'origine d'un suicide n'a pas évidemment les mêmes conséquences qu'un burn-out qui aura conduit à 3 à 6 mois d'arrêt maladie. Oui, forcément, ouais. S'il y a un décès et reconnaissance de la faute inexcusable, l'issue peut être lourde de dommages et intérêts et particulièrement important. Je le dis parce qu'il y a des personnes, des aidants ou de la famille de personnes victimes d'un burn-out qui ont commis un suicide pour lequel, du coup, le montant, on ne sait pas, mais il y a un montant de rente qui est alloué aux ayants droit. C'est important que les personnes sachent que s'ils prouvent qu'il y a une causalité directement sur eux, et c'est très simple à prouver lorsque vous êtes la famille proche, une personne victime de burn-out qui soit a commis un suicide, soit a des répercussions physiques graves ou handicapantes sur lui-même, que ce soit mental ou physique, ont des possibilités aussi financières qui sont allouées devant les tribunaux. Ça, c'est important de le savoir également, que la famille est également impactée. Le burn-out, c'est quand même très lourd pour la personne et aussi pour les accompagnants, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui, comme tu disais tout à l'heure, pour reprendre l'expression, qui est au fond du trou. Donc ça peut être un petit peu lourd à porter.
D'autant plus s'il y a des conséquences aussi graves que le suicide, pas hésiter à faire appel au recours auquel on a droit, quoi. Tout à fait. Mais encore une fois, s'il y a des personnes qui te suivent, donc des internautes qui sont de la famille d'une personne qui est en burn-out, faut pas hésiter également à en parler. La victime n'est pas uniquement la personne qui est victime de la maladie, mais également vous êtes des victimes latérales, on va dire, de la situation. Donc, faut pas hésiter vous aussi à en parler autour de vous. C'est Ça, ça, c'est important. complètement. Important de diffuser la charge un peu partout parce que plus on la diffuse, plus elle s'amoindrit. C'est ça, Donc, c'est bien de faire l'arbre, c'est hein, ça, comme on dit. exactement. Voilà. Et puis là aussi, du coup, bah, même en tant qu'aidant, je vois aucun problème à aller voir une psychologue, justement parce que ça commence à devenir lourd. C'est pas parce qu'on n'est pas directement victime du burn-out qu'on peut pas en avoir des conséquences. Donc là aussi, il faut arrêter avec ce syndrome de se dire ah mais non mais c'est pas moi qui suis atteint, lui il vit bien pire. Non, il n'y a pas d'histoire de lui il vit bien pire. La souffrance, ça se compare pas. Donc la personne qui a en face de vous qui a un burn-out, ok, elle est en souffrance, ça veut pas dire que vous n'êtes pas en souffrance. Donc vous avez totalement le droit aussi, en tant qu'aidant, d'aller voir un psychologue. C'est très difficile de ne pas minimiser une souffrance, qu'elle soit de la personne qui est victime directe du burn-out ou de victime indirecte du burn-out. Complètement. La question suivante, justement, c'était par rapport au fait d'être licencié pendant un arrêt de travail, mais je crois qu'on y a déjà répondu. Est-ce que tu avais des choses à rajouter par rapport à ça? Oui, Ouais. je peux aller un petit peu plus loin. Donc, le service public explique qu'aucun salarié n'a le droit d'être licencié en raison de son état de santé. C'est discriminatoire. Et un critère discriminatoire s'il fait partie de la liste des 25 critères reconnus comme tels, comme le sexe, l'état de santé, la religion. Vous pouvez entamer des diligences contre votre employeur, mais vous pouvez être licencié pour d'autres motifs. Et ça, je vais en lister quelques-uns parce que c'est intéressant de les savoir. La garantie d'emploi peut interdire le licenciement pendant 5 mois avec une convention collective ou un accord d'entreprise. Donc, c'est important lorsque, encore une fois, vous faites licencier ou qu'on vous dit que vous êtes en proie à un licenciement, à bien vérifier tous les accords d'entreprise ou les conventions collectives qu'il y a dans votre institution ou votre organisme, parce que potentiellement, vous n'avez pas le droit d'être licencié pendant un certain temps. La perturbation de l'entreprise, surtout pour les professionnels de santé, je me permets de le mentionner, généralement, c'est pas un petit business pignon sur rue où vous êtes le seul salarié de l'entreprise. Généralement, vous êtes des centaines dans un hôpital, même si ça perturbe l'institution, Oui. si elle ne vous licencie pas. Donc, ouais, c'est ça. la perturbation de l'entreprise, quand on est un professionnel de santé, Difficilement c'est recevable, rare, ouais. à moins que vous travailliez dans un petit cabinet avec un médecin et que vous êtes le seul infirmier ou la seule infirmière, et le cabinet n'a pas beaucoup de moyens, etc. Ensuite, il y a le motif disciplinaire. Donc ça, c'est dans le cadre où le salarié a commis une faute avec le non-respect de ses obligations, comme ne pas envoyer son arrêt de travail, ça je le mentionne, ou travailler pour un autre employeur. D'ailleurs, travailler pour son employeur en arrêt de travail, c'est aussi un motif disciplinaire. Hein. Donc, encore une fois, attention, vous à souligner, ouais. pour ça. Il y a le motif économique, donc si l'entreprise n'existe plus, encore une fois, c'est très rare dans le cadre d'un hôpital. Et il y a aussi la question de l'inaptitude du salarié. Alors ça, je pense que c'est important qu'on en parle. Donc ça, c'est dans le cadre où, à la fin de son arrêt de travail, la maladie du salarié a des conséquences sur sa capacité à reprendre un emploi, donc une incapacité physique ou mentale qui peut aboutir à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Et là, dans ce cas, évidemment, vous ne pouvez plus travailler pour votre employeur parce que vous êtes considéré comme inapte par un médecin du travail. Donc là, évidemment, voilà, vous ne pouvez pas reprendre votre fonction. Ouais, voilà. Donc, il y a deux situations. Il y a l'employeur justifie de son impossibilité à proposer un emploi tenant compte des indications du médecin du travail. Autrement dit, on vous interdit de rester debout plus de 2 heures par jour, mais votre fonction, c'était de devoir aller dans la chambre des patients et les lever, faire le lit, donc être debout toute la journée. Évidemment, ce n'est pas possible. Ensuite, il y a la deuxième option qui est l'employeur a proposé un reclassement que le salarié a refusé. Par exemple, vous étiez infirmier dans un service et qu'on vous a proposé un autre rôle à l'accueil, par exemple, pour être secrétaire de l'étage, que du coup, vous avez la possibilité de rester assis la majorité du temps et que vous l'avez refusé. Dans ce cas-là, il peut vous licencier. Oui. Objectif non atteint. Alors ça, c'était assez compliqué comme concept et très rarement utilisé, je vais être franche, parce qu'il faut pouvoir expliquer qu'il y avait une atteinte d'objectifs et que le salarié n'est plus en capacité d'atteindre les objectifs et que
ces objectifs-là sont absolument nécessaires à la réalisation du travail. Si par exemple vous êtes constructeur de voitures, ça serait vous n'êtes plus dans la capacité de tourner la manivelle 20 fois par jour Ouais, et en fait le truc c'est que vous deviez le faire 50 fois par jour pour être dans la capacité de monter la voiture. Là vous avez un objectif fixe par journalier de faire 50 fois par jour, vous pouvez le faire plus que 20 fois, vous n'êtes plus en capacité de le faire, les objectifs ne sont pas atteints. Voilà. ouais, Mais ouais. alors ça, pour l'employeur, s'il choisit cette justification, faut vraiment aller très très loin dans la justification et être super concret. Oui, puis je pense que c'est Parce difficilement que, démontrable à l'hôpital. Je veux bien qu'il y ait exactement. des exigences économiques ou peut-être qu'il faut, je sais pas, du point de vue administratif, peut-être qu'il faut, j'en sais rien, 4 patients par jour. Je dis ça, comme je dirais n'importe quoi, mais c'est Ok. impossible à justifier. Tout dépend des patients, de leur état de santé, tout dépend d'énormément de choses. Donc je suis pas sûr que cet argument-là soit valable du point de vue de l'hôpital en tout cas. La question qui est liée au licenciement, je pense que c'est la démission aussi. Il Ouais, y a bah, plus de c'est ça, personnes. exactement. C'est la prochaine question, justement. Bon, la question principale, c'est est-ce qu'on est toujours indemnisé s'il y a démission pendant un arrêt de travail? Et du coup, on pourra peut-être la prendre après, du coup, mais c'était la question aussi, que faut-il faire? Quelle est la meilleure solution au cas où on sent qu'il faut laisser le travail de côté? Est-ce qu'il vaut mieux une rupture de contrat, un abandon de poste, négocier son départ? Est-ce que tu as des infos? Effectivement, il y a des personnes qui décident de démissionner à cause d'un burn-out. Pour être clair, on ne peut pas continuer à être indemnisé pour maladie professionnelle lorsqu'on n'exerce plus la profession. Hmm, Donc clairement, ça, non. Si vous démissionnez pour maladie professionnelle, il ne faut pas vous attendre à continuer à percevoir des indemnités pour maladie professionnelle, ouais, évidemment, parce que vous ne faites plus de partie de la profession. En cas de démission, l'arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou maladie professionnelle interrompt le préavis. Par conséquent, le préavis pour démission est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail. Autrement dit, si vous étiez en arrêt depuis un mois, vous démissionnez de votre emploi, vous avez un mois de plus à percevoir les indemnités, mais après c'est tout, c'est fini. L'employeur peut dispenser d'effectuer la fin du préavis. Votre démission prend effet tout de suite. Donc si ça prend effet tout de suite, vous avez tout de suite plus d'indemnité. mhm, Voilà, c'est à savoir. De manière générale, je déconseille de démissionner. mhm. Faut le faire en dernier recours, car une démission ne permet aucun avantage particulier. D'où la question, qu'est-ce qu'on fait du coup C'est ça, pour exactement. quitter notre emploi? Quelle est la meilleure option? Donc pour commencer, je précise qu'il ne faut pas hésiter à contacter un professionnel de droit social ou de droit du travail pour en parler avec lui. Il faut savoir qu'encore une fois, on fait du cas par cas. C'est pas parce que votre collègue qui était en maladie professionnelle a choisi cette option-là que c'est la meilleure option pour vous également. D'accord? Ouais. Il y a peut-être d'autres solutions qui correspondent davantage à votre situation. De manière générale, de plus en plus de salariés demandent une rupture conventionnelle. Celle-ci, dans le cadre d'une création d'entreprise par exemple, permet d'être aidé par Pôle emploi dès la sortie de l'entreprise. D'accord. La rupture conventionnelle, c'est une procédure spécifique qui est entourée de garanties pour le salarié et qui peut vous ouvrir de droits au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage. Ça, c'est vraiment avantageux. Le départ négocié, c'est souvent le plus avantageux pour le salarié. L'abandon de poste, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font des abandons de poste, mais là, on parle pas seulement des professionnels de santé comme d'habitude. Hmm. Il y en a beaucoup, de manière générale, qui pensent que l'abandon de poste, c'est une bonne idée. Alors ça, c'est non. Alors depuis qu'on a tourné l'interview, il y a eu quelques modifications importantes à comprendre en ce qui concerne l'abandon de poste. Pour faire simple, avant le 5 octobre 2022, l'abandon n'était pas une bonne solution pour plusieurs raisons. La première est que l'employeur est en droit de faire durer la situation plusieurs mois avant de vous licencier, ce qui veut forcément dire pas de salaire et pas d'indemnité pendant tout ce temps. Le but étant d'éviter le licenciement au plus possible parce qu'il n'est pas avantageux pour l'employeur et attendre finalement que vous décidiez à démissionner. Et toujours avant le 5 octobre 2022, vous auriez été licencié pour faute, ce qui a des conséquences sur votre carrière, mais aussi sur le montant des indemnités. Mais maintenant, l'abandon de poste ne peut plus conduire à un licenciement. En gros, voilà le processus. Vous abandonnez votre poste, votre employeur vous envoie une lettre de mise en demeure, et si malgré ça vous ne retournez pas travailler, l'employeur ne vous licenciera plus parce que vous serez automatiquement considéré comme démissionnaire. En gros, vous démissionnez d'office, donc vous n'avez pas le droit au chômage. Et si j'ai bien compris, l'employeur est encore aujourd'hui en droit de faire durer la situation autant que possible. Donc l'abandon de poste est encore moins valable aujourd'hui. La
seule chose positive qu'on doit trouver, si on doit en trouver une, bah, c'est simplement que vous ne seriez pas licencié pour faute, ce qui n'aura pas donc de conséquences sur votre carrière. Toutes les informations qu'on vous a données avec IFA dans cette interview sont toutes hyper importantes à retenir pour vous protéger au mieux. Mais en effet, je comprends qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors je vous ai créé une petite checklist très claire avec des étapes à suivre pour vous protéger, vous et votre famille, des conséquences du burn-out que vous pouvez télécharger en cliquant juste dans la description. Vous y trouverez toutes les informations pratiques qu'on a citées, mais aussi comment détecter les signes du burn-out le plus tôt possible, comment prendre soin de soi quand on est soignant et même quand on n'a pas le temps. Vous trouverez aussi des conseils pour vous en remettre au mieux, si ces petites mesures de prévention n'ont pas suffi, et quelles sont vos options pour une reprise de travail sereine. Le tout sous forme d'étapes à suivre les unes après les autres pour que ce soit le plus clair et le plus facile possible à suivre au moment où vous en aurez besoin. Tout ça, c'est disponible dans la description en cliquant sur le premier lien que vous verrez. Merci à IFA de Geomantis Media qui a accepté de répondre à mes questions et qui a été vraiment très patiente dans la réalisation de cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup et merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout.